Ok. Bonjour à tous. On est ici, donc moi, Lionel Lasquet et Bastien Guéry, pour vous parler d'une plateforme pédagogique libre sur laquelle on travaille, qui s'appelle Sugarizer. On va, pendant cette demi-heure, à la fois vous présenter d'où on vient, comment est née cette idée de plateforme pédagogique, et puis ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et notre expérience aussi. On n'est pas très nombreux, donc ça va nous permettre de partager et de vous expliquer un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec cette plateforme. Alors je suis donc on est tous les deux fondateurs, on va en parler dans les slides suivants d'une association qui s'appelle OLPC France, je suis l'un des auteurs, enfin principal contributeur en tout cas de la plateforme Sugarizer aujourd'hui. Je vais te laisser la main, comme ça tu nous parles de l'historique. Oui. Donc en 2005, autour de 2005, vous avez peut-être entendu parler de ce projet de l'ordinateur à 100 dollars qui a été lancé par Nicolas Negroponte au Media Lab du MIT, avec pour ambition de fournir un device pédagogique aux pays en voie de développement. Donc le but était de réduire le coût pour construire un device le plus robuste possible, et c'est l'association qui s'appelait One Laptop Per Child. Il y avait plusieurs piliers de base, dont la question du logiciel libre. La plateforme a été conçue dès le départ comme logiciel libre, et y compris le hardware, qui devait être du hardware libre. Aujourd'hui, ce projet, donc il y a plus de 10 ans, est terminé, et son histoire, c'est en 10 ans 3 millions d'enfants dans le monde qui ont fait leur premier pas dans l'informatique avec ce petit ordinateur qu'on appelle le XO, le petit ordinateur vert avec les oreilles, et qui aussi ont fait leur premier pas dans l'informatique avec un système d'exploitation qui s'appelle Sugar, qui est en fait une surcouche au-dessus de différentes distributions GNU Linux comme Fedora, Ubuntu et autres. Donc ça se présente un peu comme, si vous voulez, un concurrent de GNOME. On a Sugar d'un côté qui permet les interactions. Vous avez en bas le petit ordinateur vert avec les petites oreilles significatives qui augmente l'espace de diffusion Wi-Fi. Et donc Lionel, quelques autres et moi, on est une vingtaine au départ en 2008 à se regrouper. 6 mois auparavant a eu lieu le Give One Get One, par lequel la fondation One Laptop Per Child essaye de faire connaître ce projet et dit si vous en achetez pour le prix de 2, vous en obtenez un, on vous le livre partout dans le monde, et puis l'autre exemplaire du XO ira à un enfant, entre les mains d'un enfant. Donc c'est comme ça qu'une première communauté mondiale se crée, une communauté de passionnés en général du hardware et du logiciel libre se crée autour du projet, et nous, les quelques-uns qui ont eu vent de ce projet-là, nous retrouvons en 2008 pour fonder l'association OLPC France. Par rapport à nos actions, on a été... peut-être je te laisse dire un mot sur les différentes images pour nos actions. Alors, on a participé à plusieurs déploiements parce qu'en fait, on est issu du logiciel libre, mais on a voulu aussi expérimenter et aller sur le terrain. Donc, on a lancé, il y a à peu près 10 ans maintenant, un déploiement à Madagascar. On a travaillé avec une association qui était déjà implantée sur place, et on a équipé toute une école de 200 de ces machines-là, de ces petits XO. Donc, vous voyez la photo en haut à gauche. On a travaillé aussi en France, en particulier à Saint-Denis, où on a déployé ces machines-là. On a travaillé avec d'autres associations, je pense à la main à la pâte, c'est la petite image en bas à gauche que vous voyez, avec un télescope qui a été adapté sur le XO pour faire des observations de la Lune. Et puis on a travaillé aussi en France, par exemple dans une classe CLIF, donc avec des enfants qui ont en difficulté, pour voir comment cet outil-là pouvait les aider dans leur activité pédagogique au quotidien. Du coup, donc Sugar est né d'abord développé au sein de la fondation One Laptop Per Child, et puis en 2008, Walter Benders, qui était déjà en charge de ce projet-là, décide d'en faire un projet libre à part et de monter Sugar Labs, qui sera l'association internationale portant les efforts de développement derrière Sugar. Et Sugar, c'est quoi? Donc plus précisément, comme je vous disais, c'est du GNU Linux avec X-Window en couche graphique, GNOME GTK et du Python par-dessus lequel on a cette interface unifiée qu'on vous présentera tout à l'heure, et qui permet d'accéder à des activités. En termes de design, on est en 2005, donc les netbooks n'ont pas encore envahi le marché et on n'a pas tous des smartphones dans la main. Et donc c'est un peu aussi le premier device qui
qui s'intéressant à l'ergonomie pour les enfants en situation d'apprentissage, ne propose que des applications en simple fenêtre. On n'a pas de système de fenêtrage permettant d'avoir 12 fenêtres ouvertes, on est toujours avec une fenêtre, une activité. Vous voyez qu'on a mis activité aussi et non pas application. D'abord parce que l'univers des apps n'a pas encore envahi notre imaginaire, et surtout on est vraiment dans la lignée de Seymour Papert et de ses travaux sur l'implication pédagogique des enfants dans une activité, et on n'est pas du tout dans le vocabulaire du logiciel. Quelques années se passent, les ordinateurs sont déployés, les pays contribuent des fois avec du contenu pédagogique, avec de la traduction de l'interface, avec de nouvelles activités, mais on sent qu'il y a un besoin d'avoir cette interface, cette ergonomie ailleurs que dans les petits XO. Donc on peut avoir ça déjà avec un projet qui était le Sugar on a Stick, d'avoir ça sur une clé USB. On peut l'installer depuis différentes distributions GNU Linux, mais ce n'est pas encore assez universel. On ne peut pas facilement l'installer par exemple dans un système Android. Donc dès qu'on est avec une tablette et qu'on veut installer Sugar, c'est difficile, et se pose la question à Sugar Labs et dans l'écosystème dont fait partie OLPC France de comment le porter. Et c'est là que Lionel dit allons-y pour du HTML et du JavaScript, et comme projet prototype de développer Sugarizer en parallèle. Oui, il faut dire. Enfin, je réinsiste sur ce que tu disais sur les devices. Hein. Effectivement, à l'époque où les netbooks commençaient à arriver, l'outil pédagogique dans les écoles, c'était l'ordinateur, soit avec des classes informatiques, soit avec ces petits netbooks. On est rapidement passé il y a quelques années vers la tablette, et c'est l'outil pédagogique par excellence devient la tablette. Et effectivement, se pose la question par rapport à cet existant fort, parce qu'il est riche non seulement d'activités, mais aussi de contenu pédagogique et d'utilisation de ces activités-là dans un cadre pédagogique, de comment on fait pour avancer. Et donc effectivement, je lance cette idée de dire réécrivons, alors le terme que j'emploie c'est portage, mais en fait c'est une réécriture de la plateforme complètement en HTML JavaScript. Donc c'est un projet qui a duré 5 ans, qui vient de s'achever là. Alors il est jamais achevé, mais en tout cas il est en version 1.0. On a porté la majorité des contenus et des outils pédagogiques de la plateforme. Dans les slides suivants, vous verrez quelques écrans qui montrent. Alors attends, je reviens en arrière. Quelques écrans qui montrent ce que c'est. Mais effectivement, c'est une interface particulière adapté aux enfants. C'est une trentaine d'activités, ça grossit chaque jour, donc on est plus proche d'une quarantaine aujourd'hui. Et l'idée de base qui était fondamentale, c'est que ce soit disponible partout, sur n'importe quel device, à la différence de l'ordinateur XO où c'était limité à l'ordinateur XO. Là, c'est disponible donc à la fois à travers un navigateur, quel qu'il soit, mais aussi packagé dans des stores. Alors ça reste un outil complètement libre et open source, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir adresser tout le monde adresser tout le monde à travers les différents stores qui existent. Donc c'est le cas aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que c'est concrètement Sugar et Sugarizer? Je peux employer l'un et l'autre parce que finalement, évidemment, l'interface est très très similaire sur les deux. Ça, c'est la page d'accueil. Donc vous voyez, elle est centrée sur l'enfant, le petit bonhomme qui est personnalisable en termes de couleurs. C'est l'enfant, et autour de lui gravitent toutes les activités qu'il peut faire. Donc qui sont autant d'outils pédagogiques qui peuvent être utilisés. Il y a eu dans certains pays, il y a eu, je pense à l'Uruguay ou au Pérou, des bouquins qui sont sortis pour expliquer pour chaque activité qu'est-ce qui pouvait être utilisé, dans quel cadre pédagogique elle pouvait être utilisée. Donc il y a eu une richesse derrière ces activités-là. Elles se complètent aussi, c'est-à-dire qu'effectivement on peut combiner des activités pour faire des choses. Alors bon, il y a à la fois des choses autour de la création, autour de l'écriture, autour apprendre à compter. Enfin voilà, il y a tout un tas d'activités que je vous laisserai découvrir. Un élément fondamental de Sugarizer et de cette plateforme, c'est aussi la réflexion et la présence d'un journal, un journal d'activité qui permet de voir ce qu'a fait l'enfant dans le passé. C'est-à-dire que traditionnellement, finalement, dans l'outil informatique qu'on utilise au quotidien, lorsqu'on veut retrouver ce qu'on a fait dans le passé, on regarde la copie de sauvegarde qu'on a fait dans tel répertoire, dans tel dossier, etc. Donc
cette analogie-là n'existe pas dans Sugarizer, et il y a le journal qui en fait vous permet de retrouver tout ce qui s'est passé sur la machine dans le passé. Donc vous voyez que ici dans le journal vous trouvez les activités qui ont été faites et quand elles ont été faites, et si vous cliquez sur ce journal-là, vous allez réouvrir l'activité dans l'état où elle était au moment où vous l'avez effectué. Donc il n'y a pas besoin d'apprendre finalement ce qu'est un ordinateur ou un système de stockage de fichiers pour avoir ça. Et ça permet à la fois pour l'enfant de retrouver ce qu'il a fait, à la fois pour l'enseignant pour voir les progrès des enfants, et puis aussi des parents, puisque l'ordinateur XO, il était à la fois pour à l'école et à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire à la maison. Donc ça permet aussi de voir que les parents voient ce qui se passe dans ce que fait l'enfant concrètement. Autre principe important dans la plateforme Sugarizer, c'est la collaboration. La collaboration, c'est la possibilité de faire des activités à plusieurs et de le faire de façon simple. Vous connaissez par exemple sur les outils comme Google Doc ou ce genre de choses, la possibilité d'éditer à plusieurs un document. Là, on peut faire ça de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une vue qui permet de voir tous les autres enfants connectés autour de soi, qu'un enfant peut partager une activité. Par exemple ici, un dessin, on voit la petite palette jaune et verte. Il a partagé l'activité dessin et les autres enfants, donc là il y a un enfant qui l'a rejoint et ils vont dessiner en même temps sur l'activité. Donc c'est de faire de la collaboration de façon simple. La collaboration, c'est aussi un des principes prônés par le projet OLPC et du coup qui est intégré dans Sugarizer. Alors ce qui est important pour nous, c'est aussi la possibilité de facilement rajouter des activités à la plateforme. On vient d'un monde Python GTK, on s'ouvre à un monde depuis quelques années maintenant HTML5 JavaScript. Il faut effectivement que ce changement de paradigme nous permette aussi d'avoir plus de développeurs avec nous. Donc, alors tout à l'heure, c'est-à-dire à 15h, on a précisément un atelier ici qui va vous expliquer comment on fait, hein, mais il y a un tutoriel qui est en ligne, qui vous explique pas à pas comment on fait pour rajouter une activité. Concrètement, si vous avez déjà des contenus qui sont en HTML5 JavaScript, vous allez facilement pouvoir les intégrer à la plateforme pédagogique Sugarizer et l'intégrer dans l'environnement et rajouter la collaboration et rajouter la localisation. Oui. Peut-être dire un mot juste là-dessus, insister que dès qu'on fait une application pédagogique, on se retrouve à un moment donné à vouloir mettre de la collaboration en plus. On part de zéro, on a une idée d'application, on veut rajouter de la collaboration, et puis après on se dit mais ce serait bien d'avoir aussi un peu de versionning sur les livrables, les traces que les enfants en laissent, donc on va rajouter du versionnement. Là, l'approche est différente. On se dit, ces deux choses-là, collaboration et historique, elles font partie de l'ensemble de la suite pédagogique. Elles ne doivent pas faire partie et être réimplémentées dans chaque application. Donc là, si des gens ont déjà une application HTML, JavaScript, en l'intégrant assez facilement, comme disait Lionel, puis c'est ce qu'on va faire tout à l'heure à 15h, en l'intégrant assez facilement à Sugarizer, d'un coup, ils ont à la fois la collaboration et l'historique dont nous pensons et dont nous voyons depuis 7 ans au moins qu'on discute avec des écoles que oui, c'est important. Les enseignants, les deux choses qui les agacent le plus, c'est le travail pour rien, les enfants qui perdent des documents. Donc ça, on a l'historique et on présentera aussi tout à l'heure le serveur sur lequel on sauvegarde ça. Et la promesse de la collaboration qui, dans des écoles où on n'a pas forcément de Wi-Fi ou d'Internet, reste lettre morte. Donc là, on l'a sur place, on n'a pas besoin d'avoir Internet, c'est connecté au Wi-Fi du serveur. Mais ces deux fonctionnalités-là, au lieu de les avoir dans chaque application, de les avoir dans le framework. Alors oui, effectivement, la transition est toute trouvée avec le serveur. Alors, faut voir aussi que, on vous a parlé un peu de l'expérience de déploiement qu'on avait. On est allé déployer des ordinateurs à Madagascar, sur une île au nord de Madagascar qui s'appelle Nocicamba, où il y a peu d'électricité, où il n'y a évidemment pas d'internet, où il n'y a pas de réseau, et on a vécu ce déploiement-là en faisant de la maintenance des machines, en tous les ans allant sur place pour récupérer, mettre à jour les contenus, etc. Donc on sait ce que c'est qu'effectivement vivre dans des conditions difficiles et de ne pas avoir facilement accès à la possibilité de faire une sauvegarde, de partager. Et donc on a effectivement, nous aussi, mis en place, lorsqu'on a travaillé sur Sugarizer, la possibilité d'avoir un serveur. Et d'avoir un serveur de la même manière que pour le Sugarizer qui doit marcher sur n'importe quelle plateforme, un serveur qui doit fonctionner n'importe où. Et n'importe où, ça veut dire notamment qu'il n'est pas obligé d'avoir Internet. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on a beaucoup de prestataires qui proposent d'arriver avec des solutions de tablettes, tout embarqué, etc. Et qui proposent, comme
ça se fait beaucoup dans le grand public aussi, des abonnements pour avoir accès à des contenus sur le cloud qui permettent pour quelques euros par mois et par enfant d'avoir des sauvegardes, d'avoir etc. Or, la réalité du terrain à Madagascar, mais aussi en France, n'est pas ça. Et nous, on travaille avec des écoles primaires où il n'y a pas Internet, où c'est compliqué d'avoir Internet, où de toute façon, pour des raisons légales sanitaires, on ne met pas un Wi-Fi en permanence dans la classe. Et donc, dans ce cadre-là, comment on fait pour fonctionner? Et donc, effectivement, notre solution serveur, et on travaille aussi avec les mairies là-dessus, puisque c'est les mairies qui équipent les écoles primaires, le serveur, il peut être déployé soit dans la classe, c'est-à-dire qu'on a mis en place, comme d'autres, sur un mini Raspberry, une solution avec un serveur qui expose son Wi-Fi le temps de la session et qui a un disque dur qui permet de stocker les informations, mais aussi sur un serveur géré par la mairie. C'est par l'exemple de ça dont on est en train de discuter avec la mairie de Saint-Ouen où on a un déploiement aujourd'hui, mais aussi sinon évidemment sur le cloud si on est dans la meilleure des solutions qui est de dire on a accès à Internet et c'est formidable. Mais sachez que ce n'est pas la réalité du terrain, c'est effectivement c'est compliqué pour des écoles primaires, même en France, d'avoir un accès à Internet, et nous on veut justement pouvoir simplifier la vie des enseignants, des directeurs d'école et des gens qui veulent mettre à disposition des contenus pédagogiques dans la classe. Avec ce serveur-là vient aussi un dashboard. Là aussi, c'est une expérience terrain. Quand on revenait chaque année à Madagascar, la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Et pour ça, on faisait des backups de toutes les machines et on regardait ce qui s'était fait. Mais plus concrètement, au quotidien dans la classe, l'enseignant donne une production à faire aux enfants. Comment il fait pour récupérer toutes les productions? Avec l'ordinateur XO, il passait, comme avec d'autres ordinateurs dans la classe, il passait avec une clé USB sur chacune des machines. Et enfin, c'est juste pas possible. Il faut bien comprendre que les freins au déploiement des solutions pédagogiques dans la classe, c'est aussi ce genre de problème logistique. C'est que effectivement, on peut pas demander à l'enseignant de travailler de passer 1 heure à préparer sa classe et 1 heure à récupérer les contenus derrière. Donc on a une solution serveur qui propose un dashboard qui permet de voir tous les enfants qui sont connectés, de récupérer leur contenu, d'avoir des statistiques, de pouvoir relancer les activités dans l'état où elles étaient lorsque l'enfant l'a quitté, etc. Donc voilà, là aussi, je détaille pas les fonctionnalités, mais c'est des fonctionnalités que nous on a vécu comme des souffrances et qu'on a essayé d'implémenter dans notre solution. Alors bien sûr, c'est une solution libre et open source, donc les contributions sont revenues. Il y a une quarantaine de contributeurs aujourd'hui sur les contenus, à la fois sur la plateforme et puis sur les activités. On a beaucoup repris des activités qui avaient du succès, c'est-à-dire qu'on a regardé les déploiements et ce que faisaient les déploiements et quelles activités Sugar ils utilisaient, et on les a remis dans la plateforme, et c'est le travail qu'on fait au quotidien. Et puis aussi au quotidien, on travaille, il y a 15 jours, on était avec les enseignants de Saint-Ouen, on travaille avec eux pour savoir quels sont leurs besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on veut pas une belle solution technique qui soit une solution technique qui soit belle et qui soit pas utilisée. Ce qu'on veut, c'est une solution qui soit utilisée et qui soit intéressante pour les enseignants. Donc on écoute les enseignants pour savoir ce qu'ils vont. En ce moment, on a un étudiant qui travaille à travers le Google Summer of Code, le programme de Google qui soutient les organisations open source, qui développe un exerciser, c'est-à-dire un outil qui permet de créer des exercices pour l'enseignant et de faire passer aux enfants les enseignants. Voilà, ça c'est une demande concrète d'un enseignant sur le terrain et qu'on essaie d'écouter. Oui, juste pour souligner, quand on dit retour terrain, on parle du retour des 2 millions de machines dans le monde, c'est-à-dire du retour fait dans les pays pour dire en Uruguay ou au Pérou, où il y a eu vraiment des déploiements assez larges, quelles ont été les activités les plus utilisées. Donc c'est à la fois un dialogue direct avec les écoles et à la fois les retours sur dans le magasin d'activités Sugar. Il y a eu 1 million de téléchargements avec des activités qui étaient des activités vedettes. Voilà. Donc on a une vue un peu pédagogique sur ce qui peut intéresser. Et pour tout ce qui est ensuite de l'ouverture aux contributions, on passe un cap des 10 ans. Là, cette année, pour l'association OLPC France, on voudrait se recentrer complètement sur Sugarizer et l'ensemble des outils pédagogiques libre, parce que maintenant d'avoir eu un dialogue depuis au moins 5 ans avec des projets de recherche, des projets d'implémentation avec ces écoles-là, on a une vue de terrain très précise et des enseignants impliqués. On est une association mixte avec enseignants, designers, développeurs. Et donc on voudrait pour ces 10 ans-là un peu prendre un virage
et aller plus vers le web d'une part, même si c'est du web offline, vers plus de contributions extérieures d'enseignants, pourquoi pas d'élèves quand ils grandissent. On a vu ça dans d'autres projets au LPC, de la communauté du libre en général, évidemment. Et puis, on peut l'annoncer, mais le 17 novembre 2018, on prépare une grande fête autour de nos 10 ans qui aura lieu à Paris pour mobiliser un peu tous les acteurs du libre pédagogique. Donc les usual suspects type Framasoft et autres, mais pas seulement, parce qu'on pense qu'on avance tous en ordre un peu dispersé. C'est une richesse parce qu'on fait des choses intéressantes, mais qu'on gagnerait à se mobiliser, y compris pour la communication, autour d'offres structurées. Et que Sugarizer, nous, on voudrait diffuser l'état d'esprit des 10 ans de l'association qui sont autour du libre, des choses faites main pour des écoles, et puis l'enthousiasme et l'envie de partager, parce que dès qu'on voit des applications utilisées par des enfants, et ben c'est 10 commits de plus dans la journée, et puis l'envie de convaincre d'autres enseignants. On a vraiment une chance d'avoir des enseignants très mobilisés, peu nombreux, comme nous, on est une petite asso, mais très mobilisés, et c'est leur enthousiasme qui est communicatif. Je vais peut-être dire un dernier mot sur... Voilà, mais sinon on est disponible et à rendez-vous à 15h pour ceux qui le veulent pour un tutoriel sur prendre en main et commencer à développer une activité HTML/JS intégrée à ce cadre d'utilisation ergonomique pour les enfants. Merci à tous. Oui. Ouais, il faut quoi comme niveau pour arriver à intégrer justement un logiciel qui est déjà existant, HTML, JS, dans Sugar il faut quoi comme niveau? Est-ce qu'il faut vraiment être... parce que moi je suis enseignant, je suis toujours à bidouiller un coup de Python, un coup de O basique, un coup de machin, un coup de truc. Après je passe 6 mois là-dessus, je m'arrête. L'année d'après je repars sur... Donc je suis pas développeur et je fais pas ça tous les jours. Donc souvent ça demande quand même un certain temps déjà de prise en main. Et après on arrive à sortir quelque chose. Après on arrête. Et puis on s'aperçoit que finalement, ah ouais, faudrait bien améliorer ce truc-là. Et l'année d'après, quand on se remet dessus, on fait waouh. Ça, voilà quoi. Je laisserai Lionel conclure parce que c'est vraiment Lionel qui a conçu l'ensemble, mais je dirais que le niveau bidouille est très bon. Parce que le niveau bidouille, il dit on a envie d'essayer, et puis s'il y a un mur, il y a un mur. Mais en tout cas, en commençant à bidouiller et en posant des questions, soit directement là, soit sur le GitHub, et ben, on crée la possibilité d'avoir un coup de main. Et voilà, nous, on a avancé de coup de main en coup de main en apprenant tous sur le tas. On n'était pas des cracks de quoi que ce soit. Moi, je suis au niveau bidouille sur l'intégration. Et je vais suivre en même temps qu'animer l'atelier, mais voilà, on a tout inventé de zéro en étant tous débutants, donc il n'y a pas de seuil vraiment. Après, quand on parle des technologies du web, en fait, on peut parler de plein de choses différentes. Et effectivement, aujourd'hui, on entend parler de framework, que ce soit Angular, que ce soit React, que ce soit Vue.js. En fait, c'est là où est plutôt la barrière à franchir. Nous, ce qu'on a voulu faire pour Sugarizer, c'est dire, il n'y a pas besoin d'un framework particulier. Si vous connaissez un framework JavaScript qui va vous permettre de faire des choses jolies parce que vous avez déjà l'habitude de l'utiliser, vous pouvez développer votre activité avec ça. Mais il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'on ne vous impose pas un framework. C'est-à-dire que le Sugarizer est construit avec un framework particulier. Les activités sont construites avec des frameworks qui peuvent être différents. Il y a une base commune qui est quelques feuilles de style qui permettent de faire en sorte que l'interface ressemble et soit commune à toutes les applications. Il y a quelques fonctionnalités lorsqu'on veut accéder au journal ou faire de la collaboration qui nécessitent d'intégrer quelques scripts JavaScript spécifiques. Mais sinon, juste avec une page HTML et un peu de JavaScript,
on peut développer une activité. Voilà, on n'a pas voulu mettre une barrière à l'entrée qui est vous avez besoin d'apprendre un framework particulier pour pouvoir créer une activité JavaScript. C'est important parce que, en fait, lorsqu'on dit on est développeur web, en fait, ça peut vouloir dire plein de choses très très différentes et avec des niveaux très très différents. Donc nous, on essaye. Alors voilà, on participe. Je vous parlais du Google Summer of Code. On participe aussi à un autre programme de Google qui s'appelle le Google Coding, où c'est des adolescents qui contribuent à des développements. J'ai aujourd'hui, dans les contributeurs qu'on a sur la plateforme, 4 ou 5 adolescents, donc moins de 17 ans, entre 13 et 17 ans, qui ont développé complètement de zéro des activités pour Sugarizer ou qui ont porté de zéro des activités existantes pour Sugarizer. Donc voilà, alors les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas les adolescents que nous on était il y a quelques années, mais quand même, ça donne une idée de fait que la frontière est assez, la marche est assez basse pour commencer à développer des activités. Et puis oui, la marche est assez basse, c'est quelques lignes de JavaScript dans les fichiers et puis un petit bout d'adaptation. Nous, on est preneurs de tout niveau, aussi pour mettre à jour notre tutoriel qui doit viser tous les niveaux. Donc on aura un apport direct de travailler avec n'importe qui en mettant à jour un guide qui visera plus de personnes. Donc c'est important pour nous. D'ailleurs, le tutoriel a été construit avec les adolescents, c'est-à-dire que globalement, on a fait une première version du tutoriel et dans les tâches qu'on peut confier à des adolescents qui participent au Google Coding, au programme de Google, il y a la possibilité de faire des commentaires par rapport à quelque chose et la documentation, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs adolescents qui ont fait le tutoriel et qui nous ont dit bah voilà, mais ça c'était pas clair, c'est pas compréhensible, etc. Enfin voilà, donc on est dans cette démarche-là en tout cas d'essayer de s'améliorer et de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Ouais, sachant que des applications, moi j'en utilise déjà, que certains collègues développent qui sont en HTML, JS et qui sont pas forcément à l'intérieur. C'est pas moi qui les ai codés, mais par contre je peux les intégrer. Et ouais. On parlait aujourd'hui, la réalité dans les écoles, c'est par exemple, il y a un certain nombre de communes qui ont fait l'acquisition de tablettes Android ou qui ont acheté des tablettes Android. On a une version de Sugarizer qui permet de remplacer le launcher d'applications Android. Donc ça veut dire que finalement, quand on a fait ça, on peut lancer les applications Android de la même manière que celles qu'on lance dans le contexte Sugarizer. Ça veut dire que il y a des applications, par exemple, je pense à J'ai compris, la suite J'ai compris, qui est une très belle suite pédagogique. Elle n'est pas intégrée directement dans Sugarizer, mais on peut la lancer depuis Sugarizer et garder l'environnement et le contexte derrière. On n'a pas vocation à se dire on va réécrire toutes les applications existantes parce qu'il y en a des très bien et qu'on peut faire. Donc là, s'il y a dans l'occurrence dans le cas Android, s'il y a une application Android existante, pourquoi pas faire en sorte qu'elle soit simplement accessible aux enfants depuis la plateforme. Bien, mais merci.